José Bouillon, les coulisses de l'étrange. Bon, ben écoute, en tout cas, on peut en parler longtemps. Yvon, je te laisse avec ton excellente entrevue avec José. Bien d'entendre ça. Je te passe à toi le contrôle. OK, merci Gilles. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir dans la zone insolite de l'AQU notre ami José Bouillon qui nous vient de France. Allô, José. Bonsoir Yvon, bonsoir André, et tout d'abord merci de m'avoir invité à votre émission. Le plaisir est partagé, José. J'aimerais connaître ton cheminement qui, depuis le début, tu as commencé l'ufologie, puis de plus en plus, tu deviens très connu au Québec. Alors, c'est un petit peu compliqué pour faire mon feedback, mais en même temps, bon, je vais essayer de le faire. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser réellement à l'ufologie à peu près vers 15 ans. Donc voilà. Et puis, entre-temps, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un que je pense que vous connaissez chez vous au Canada, donc surtout au Québec, c'est-à-dire monsieur Jimmy Guilleux, hein, je crois. Oui, oui. Et puis, donc, de fil en aiguille, je me suis intéressé sérieusement. J'ai fait des rencontres, comme je vous viens de le dire, vraiment intéressantes qui m'ont apporté beaucoup de choses et qui m'ont enrichi mon parcours ufologique, je dirais. Et de fil en aiguille, je suis devenu ce qu'on appelle simplement un enquêteur ufologique. Tu es le fondateur en 1995 du groupe d'enquêteurs de terrain international qui se nomme le JETI. Oui, c'est ça. Alors j'ai fondé, fondation est un bien grand mot, c'est-à-dire que j'ai créé ce mouvement en 1995, c'est vrai Yvon, et avec un ami qui est malheureusement décédé. Et donc suite à cela, donc j'ai continué et donc je dirais dans cette petite équipe, j'ai à peu près 120 enquêteurs de terrain à travers le monde qui étudient un petit peu mes enquêtes de terrain et puis on essaye de faire avec je dirais les moyens du bord parce que c'est pas évident de progresser là-dedans, mais bon en tout cas je pense que c'est un petit peu l'émission de ce soir, c'est-à-dire de présenter un peu mes travaux. Donc, je pense qu'on va aller un peu plus loin pour pouvoir en parler, justement. Dans la même année aussi, le Dark Ufology a été créé. C'est ça, Yvon. Donc, je vois que tu t'es bien renseigné. C'est-à-dire que, oui, donc j'ai créé aussi ce que je nomme, moi, le terme Dark Ufology. Alors, la Dark Ufology, qu'est-ce que c'est? Je dirais, c'est un peu le pan négatif de l'ufologie, voilà. Alors donc je m'y intéressais de très tôt, comme je viens de vous le dire, et c'est vrai que la plupart donc de mes constatations, malheureusement, j'en viens à dire que quelque part, c'est réellement l'ufologie est un problème mondial tout simplement. Hein. Il suffit de vérifier les cas réels pour se rendre compte qu'il y a vraiment un souci, vraiment un problème. Tu es aussi sur la chaîne YouTube avec ton émission EBE, Enquête du réel. D'ailleurs, donc, c'est très, très, très intéressant. Oui, bon, alors c'est vrai que j'ai fait la chaîne EBE TV pour, notamment, je dirais, en mémoire aux travaux de Jimmy Guilleux, qui avait justement écrit ses bouquins dans les années 90, EBE Alerte Rouge, hein, que je pense que tout le monde connaît ici. Oui. Donc des romans vérité. Et donc la plupart de mes travaux, donc de mes enquêtes de terrain, sont sous forme de petits reportages ufologiques, donc sur ma chaîne. Donc pour que les gens à qui ça intéresse, peuvent aller voir justement sur YouTube un peu ce que je fais. Collaborateur dans 2 revues, Top Secret et Lumière dans la nuit. Alors oui, ça fait beaucoup, c'est vrai. En même temps, je suis auteur à Lumière dans la nuit et auteur aussi à Top Secret Magazine et d'autres revues. Bon, on ne va pas tous énumérer aujourd'hui. Avant de commencer sur le dossier de Brocéliande, j'aimerais aviser les auditeurs que l'ufologie qu'on va parler présentement, c'est une ufologie qu'on n'est pas habitué d'entendre au Québec. C'est une ufologie dark ufologie, une ufologie plus sombre qu'on ait l'habitude d'entendre ici au Québec. Il y a certaines personnes qui peuvent être choquées, d'autres troublées par rapport à ce dossier-là. C'est un dossier qui est extrêmement délicat à parler et ça peut choquer certaines personnes. Alors oui, alors c'est une enquête, comme je l'ai dit, qui a commencé il y a 5 ans. Et c'est un témoin qui est venu à moi, tout simplement, ici en France, en Bretagne, et qui m'a dit, José, le mois dernier, dans la nuit, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai écouté, donc il m'a raconté un petit peu, dans les grandes lignes, son témoignage. Et il m'a montré surtout, sur son téléphone portable, une vidéo qu'il avait prise ce soir-là. Et là, je suis honnête, je suis resté quand même, pardon de le dire comme ça, mais quand même sur le cul. Parce que je me suis dit quand même, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, soit c'était le plus grand canular de tous les temps,
ou soit il y avait deux solutions, ou soit je tenais quelque chose de vraiment extraordinaire. Et là, pour le coup, c'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne cherche pas du tout à faire du sensationnalisme, même pas du tout, mais c'est vrai que normalement, en ufologie, quand on connaît un peu l'ufologie sur le bout des doigts, c'est-à-dire que normalement, des créatures ne sont pratiquement jamais observées tomber d'un ovni. Et c'est là où ça m'avait un petit peu interpellé. Et donc, suite à son témoignage, il m'avait expliqué qu'il était parti un dimanche soir faire une soirée chez des amis. Le témoin avait à l'époque, je crois, 23-24 ans. Hein. Et donc, en allant à cette soirée, il s'est aperçu qu'il avait vu des sphères luminescentes dans le ciel, avec des voitures qui étaient garées sur le bord de la route. Donc, quand il voit ça, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête et il voit à ce moment-là aussi une espèce de grande boule verte, une grande sphère, avec une autre sphère qui rentre à l'intérieur de celle-ci, la plus grande, pour finalement, on va dire, disparaître. Et donc, au bout d'un certain temps, tout le monde repart de son côté, lui continue pour aller à sa soirée, mais il porte plus qu'à tout ça. Et en allant à la soirée, il réobserve, donc en Brocéliande, donc dans la fameuse forêt mythique qui est connue d'ailleurs à travers le monde de Brocéliande, il observe encore cette sphère, mais beaucoup plus petite, en face de lui, à peu près 5-7 mètres, on va dire 10 mètres à la cime des arbres. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui tombe devant lui. Il est dans sa voiture. Il y a quelque chose qui tombe devant lui dans le milieu de la route. Un petit chemin de campagne. Hein. Et donc, il est choqué, comme il me l'avait avoué. Il me dit que José, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, et puis qu'est-ce que ça pouvait être, quoi. Et au bout d'un instant, apparemment, la sphère disparaît, et il veut pour reprendre sa route, et à un moment donné, dans le milieu de la route où cette chose était tombée, donc cette chose lui barre la route. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend de sa voiture, de son véhicule, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une créature. Alors attention, c'est là où ça devient encore plus intéressant et troublant d'ailleurs. C'est-à-dire il voit une créature à moitié, d'ailleurs on peut le dire mutilée, puisque tout le train arrière a une découpe assez claire, assez franche. C'est-à-dire on peut même le rapporter à ce qui arrive aux États-Unis et aussi d'ailleurs ici en France par rapport aux exomutilations, ce que j'appelle les exomutilations, donc pour les appeler les mutilations de bétail pour être exact. Et donc la découpe est assez franche. Et cette créature-là, donc je la vois dans son téléphone et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vrai que là j'invite les gens à aller voir notamment cette émission sur ma chaîne, mais franchement c'est quelque chose d'incroyable. Et donc suite à cela j'ai fait une enquête et donc qui m'a emmené, je dirais, jusque dans la base de Saint-Cyr-Couët-Quilan. Donc c'est une très grosse base militaire française qui est attenante à la forêt de Brocéliande. Et donc, j'ai eu des témoins, j'ai eu des contacts avec des militaires en off de cette base-là qui m'ont raconté encore beaucoup de choses. Donc, si vous voulez par là, la créature de Brocéliande, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, en faisant un jeu de mots. C'est-à-dire que à un moment donné, on se rend compte que par rapport à un témoin, il y a une créature qui tombe d'un ovni. D'ailleurs, je tiens à souligner que depuis 5 ans, j'ai vu vraiment beaucoup de spécialistes, notamment des cryptozoologues, il y a vraiment beaucoup de spécialistes. Et tous les spécialistes auxquels j'ai demandé à quoi on pouvait avoir affaire à ce moment-là, personne, encore aujourd'hui à l'actuel, 5 ans après, personne n'est incapable de me dire quelle est cette créature, à quelle espèce elle appartient. On est incapable de le dire, ça, Yvon. On a la chance que le témoin a eu l'esprit vif de filmer l'événement qui s'est produit devant lui. Il l'a filmé, je dirais, à l'instant T. C'est-à-dire que, quelque part, c'est une première au monde. Je n'y gagne rien à vous dire ça, hein, même parce que là, la façon dont je parle, on croirait que j'invite les gens à aller sur ma chaîne. On en parle, c'est normal que si ça aiguise leur curiosité, ils peuvent aller voir, il y a des vidéos justement où on parle de ça. Mais c'est vrai que je n'y gagne absolument rien, ma chaîne est gratuite, hein, il n'y a pas de pub, donc je tiens à le dire. Mais par contre, c'est vrai que donc Yanis, pour ne pas le citer, le témoin, Yanis l'a filmé, je dirais, dans les 5 minutes où la créature est tombée de l'OVNI. Donc voilà. Et ce qui est plus fou dans l'histoire, pour continuer là-dedans, c'est-à-dire que à un moment donné, donc la créature est morte, on est bien d'accord. La créature n'était pas vivante au moment où elle est tombée de l'OVNI. Et donc, il a fait un petit écart, parce que lui, il a continué, si tu veux, il a filmé la scène, il a filmé la créature, et il est reparti quand même, il a poursuivi sa route pour aller à la soirée de chez ses amis, pardon. Et en allant chez ses amis, donc il a montré la vidéo, mais ses amis ne le croyaient pas par rapport à ce qu'il avait vécu. Et donc, il y en a quand même 2 qui décident de revenir sur les lieux quelques instants plus tard en disant c'est peut-être la vérité. En tout cas, ils étaient curieux de voir ça. C'est vrai, c'était étonnant. Ils reviennent à 3 donc avec Yanis et 2 de ses copains. Et quand ils reviennent sur les lieux, la créature s'était déplacée d'une dizaine de mètres. Ça, c'était encore plus troublant parce que
la créature, apparemment, on voit bien que la créature est morte sur la vidéo. Donc, qui a déplacé la créature sur une dizaine de mètres déjà? Premier point d'interrogation. Y a-t-il une possibilité que ce serait un animal qui aurait déplacé la bête au sol? Alors, on ne peut pas écarter cette hypothèse, c'est vrai, Yvon. Mais en même temps, quand ils sont revenus que la créature a été, je dirais, déplacée d'une dizaine de mètres, peu importe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils sont sur les lieux. Et les 3 témoins me l'ont dit. À un moment donné, on m'a dit, tu vois, José, là, il y avait une atmosphère étrange, il n'y avait plus de bruit, c'est comme si le temps était arrêté à un moment donné. Et c'est surtout l'odeur. Il y avait une odeur d'ammoniac, une odeur de soufre. Apparemment, ça leur piquait les yeux. C'est-à-dire que l'odeur pestilentielle du cadavre, pardon, eh bien, était vraiment une odeur, mais plus que forte, puisqu'ils n'ont pas pu rester sur les lieux vraiment longtemps, puisqu'ils avaient du mal à respirer, ils se sentaient vraiment mal sur les lieux. Et donc, ils sont revenus sur les lieux et ils repartent du coup à la soirée. Ils repartent tout simplement, donc pas plus que ça, parce que bon, ils voulaient en être témoins. Ils l'ont été témoins. Hein. Apparemment, Yanis n'avait pas menti. Et donc, je dirais 1 heure ou 2 plus tard, une fois que la soirée se termine, lui, Yanis, reprend sa route pour retourner chez lui, puisque c'est la seule route en Brocéliande, un petit chemin de campagne qui va le ramener justement à son domicile. Et en repassant par cette route, eh bien, le plus étrange, figurez-vous, que cette créature a totalement disparu. Là, elle n'était pas déplacée d'une dizaine de mètres. Il n'y avait absolument plus rien sur la route. Et là, j'insiste. Voilà. Alors donc, ce que j'ai fait, moi, quand Yanis me l'a dit, il me l'a dit 1 mois plus tard. Donc, 1 mois plus tard, je suis retourné avec lui sur les lieux. J'ai resté, honnêtement, plus d'une semaine. On a tout ratissé au peigne fin. Tout. On n'a jamais retrouvé aucune trace de la créature. C'est encore plus troublant. Dans la vidéo, le témoin dit, proche de l'observation, il voit 2 chiens près de l'animal qui est par terre. Pourrais-tu nous expliquer exactement qu'est-ce que le témoin a vu au juste? Ah, exactement. Alors c'est là où c'est encore, j'allais dire, l'histoire, et j'en ai parlé brièvement un petit peu dans les grandes lignes au tout début, c'est-à-dire que je vous ai parlé de la base de Saint-Cyr-Couët-Quidan, avec une probable coordination militaire, hein, c'est ce que je laisse sous-entendre quelque part. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est une enquête qui n'est pas encore terminée 5 ans après, hein, donc il y a quand même beaucoup de rebondissements, puisque j'ai sorti exactement 3 reportages. Et je vais vous le dire, c'est pas un scoop, j'en ai exactement 8 à sortir. Vous voyez, donc j'en ai encore à raconter. Hein. Donc, c'est-à-dire, il y a tellement de témoins de cette soirée-là, et par la suite, que ça en devient vraiment troublant, parce que, comme tu le dis, Yvon, et donc tu as bien regardé le documentaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui se rappelle, on va dire, entre 1 semaine et 15 jours plus tard, se rappelle que les 2 chiens qui étaient autour de la créature, parce que j'ai oublié de le dire, c'est vrai, à un moment donné, quand la créature tombe, il voit, on va dire, 2 chiens, ce qu'il croit être 2 chiens, s'affairer autour de la créature. Voilà. Et après, les chiens disparaissent. Voilà. Bon, lui, si tu veux, il oublie ça. Il fait ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ses amis. Bon. Mais 15 jours plus tard, à peu près, en gros, il se souvient, mais alors là, il se souvient, mais dans un rêve que lui appelle un cauchemar, que finalement, ces 2 chiens qui étaient autour de la créature, et ben en fait, n'étaient pas 2 chiens. Selon sa description, c'était ce qu'on appelle communément 2 short greys, c'est-à-dire 2 petits gris. C'est quand même incroyable. On peut retrouver là la façon de faire des petits gris, soit enlever les animaux et faire des expériences avec eux. Alors voilà, sur les animaux, bon, là, c'est pas le but de l'émission, mais on pourra en parler aussi sur les mutilations humaines, parce que j'ai aussi des cas ici en France, aussi en Algérie, parce que j'ai la chance de voyager beaucoup par rapport à ça, et donc j'ai fait des enquêtes à travers le monde, et c'est vrai que j'ai des gros cas par rapport à ça, en exomutilation humaine, pour employer mes termes, et là, ça devient, donc comme tu as briefé un petit peu les auditeurs au tout début, on va pas y aller tout de suite parce que bon, déjà il faudrait une émission complète pour en parler. Et là, ça devient, c'est plus un animal qui est martyrisé et qui subit ce genre de stigmate. Ce sont des humains à un moment donné. Et c'est vrai que les coupables, j'ai noté à travers mon ufologie, donc que j'ai nommé la dark ufologie, justement puisque je travaille depuis une 30aine d'années à étudier exclusivement cette race d'entités, c'est-à-dire les petits gris. Et c'est vrai que j'ai noté dans la plupart de mes enquêtes que finalement, j'allais dire, ils sont généralement l'auteur de tous ces crimes, parce qu'on peut parler de crimes à un moment donné. Est-ce que tu crois que ça serait une manipulation génétique que les gris auraient faite avec cet animal? Alors, exactement. Donc, dans les deux spécialistes, il y en a eu d'autres, parce que, comme je l'ai dit, il y a 8 épisodes, donc c'est pas terminé. Donc, dans les 3 épisodes que j'ai présentés, dans le deuxième que j'ai annoté, humanité génétiquement modifiée, hein, d'où le terme, c'est-à-dire que j'ai fait appel au professeur, donc docteur Samuel Martin. Donc le docteur Samuel Martin est le plus grand spécialiste au monde crocodilien. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le seul, j'allais dire, c'est la seule personne au monde qui a réussi à créer génétiquement
des crocodiles albinos, voyez-vous. Et donc, on peut les voir d'ailleurs aux zoos de Pierre Latte, ici en France, hein, d'ailleurs, où il travaille. Et donc, j'ai demandé à cet homme-là, j'ai dit, voilà, vous êtes un éminemment spécialiste, notamment dans les crocodiles et donc dans la génétique animale. Hein. Et donc, je lui ai montré donc la vidéo, je lui ai expliqué le cas, et même lui en arrive à la conclusion, à se dire qu'on est vraiment incapable, il le dit, on est incapable actuellement de pouvoir recréer ce genre d'animaux. C'est impossible, parce que comme tu le dis, Yvon, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que c'est pas un animal. Il semblerait que c'est plusieurs espèces, donc on pourra appeler ça une chimère, un hybride, ce qu'on veut. Hein. À un moment donné, il y a plusieurs parties qui composent une bête. Et ça, c'est impossible génétiquement. C'est-à-dire que dans le darwinisme et dans la théorie de l'évolution, il est évident que on ne peut pas avoir, par exemple, l'avant de la créature est un mammifère, évidemment, mais l'avant de la créature est un prédateur avec des griffes. Et ça, on le voit bien, et des griffes qui ne sont pas rétractiles, pardon. Mmh. Et c'est-à-dire que tout l'avant est un prédateur, et tout l'arrière ressemble à l'arrière d'un porc, un cochon. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est impossible, génétiquement, c'est impossible. Et donc, suite à cela, j'ai fait encore la demande, justement, pour savoir un petit peu plus loin qu'est-ce que c'était. J'ai demandé à mon ami, d'ailleurs, qui fait partie de mon équipe du GETI, Christian Le Noël. Donc, Christian Le Noël, pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est quand même une ponte en cryptozoologie, puisque il est le père fondateur de la cryptozoologie moderne avec les époux Bernard Delmans, les Suisses. Donc, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Hein. Et lui tend exactement aussi vers cette direction. Il le dit de toute manière, José, c'est impossible que l'avant est un prédateur, je viens de le dire, et l'arrière n'est pas un prédateur. Il me dit c'est impossible. Et en plus, il confirme, lui, donc c'est-à-dire au bout de plus de 60 ans d'études, et notamment en Afrique, sur la cryptozoologie, il dit, moi, je n'ai absolument jamais vu ça de ma vie en cryptozoologie. Alors donc, la question qu'on va se poser, mais qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça? C'est ça le plus intéressant, parce que on se dit quand même, on a affaire à quelque chose, une chimère, soit, mais elle a été créée à un moment donné, puisqu'on voit bien que, je dirais en regardant la vidéo, que cet animal, quand même, on peut retrouver, je dirais, des animaux connus. Mais finalement, l'espèce en elle-même, on ne sait pas ce que c'est. Étonnant. Dans les vidéos, on peut remarquer que l'arrière de l'animal, il y a une partie de l'animal en arrière qui a été complètement sectionnée. Il n'y a aucune trace de sang, il n'y a aucune mutilation, soit faite par un autre animal, puis avec la partie qu'on voit enlevée, qu'on voit en arrière de l'animal qui a été enlevé, c'est fait d'une précision exceptionnelle, là. Et surtout sans aucune trace de sang, là. Bien sûr. Alors, il y a 3 choses étonnantes là-dedans, outre le fait de ce qu'on vient d'énumérer là, donc que j'ai trouvé. Et en même temps, la première, je le dis, et c'est important de le dire, la première, c'est la première fois au monde où une créature tombe d'un ovni et où elle est filmée. Ça, c'est important de le dire. La deuxième, c'est une créature qui n'existe pas sur Terre. Alors, quand je dis elle n'existe pas sur Terre, pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'on le découvrira un jour? Peut-être. Et peut-être pas finalement, vous voyez. Et la troisième solution, c'est-à-dire que la troisième, et qui est quelque part encore quelque chose d'important, c'est-à-dire que cette créature est mutilée, a subi une mutilation, comme les mutilations de bétail qu'on a connues à travers les âges, notamment dans les années 60 aux États-Unis, au Canada, et d'ailleurs maintenant en France, puisque c'est la première fois où on vit, je fais un petit parallèle, une vague de mutilation de bétail sans précédent. C'est la première vague dans la vieille Europe. Donc, pour répondre à cette question sur la Cratobrosseliande, eh bien, oui, c'est vrai. Donc, elle a une découpe franche. C'est-à-dire qu'elle est découpée un peu comme au laser. Il n'y a aucune trace de sang. On voit bien le blanc de la viande, le gras, le blanc, ce qu'on appelle le gras. Eh bien, le gras, on voit bien qu'il n'y a pas une tache de sang. Le sang a été, comme généralement dans ces situations-là, vidé du corps, vidé de la créature. C'est complètement fou, c'est vrai, moi-même, mais en même temps, les faits sont là. On est obligé de l'admettre à un moment donné. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Et encore 5 ans après, moi-même, et personne n'est incapable de me dire ce que c'est réellement. Bon, un petit problème, on vient de parler de la communication avec José. On va revenir plus tard avec lui. Oui, on reviendra la prochaine section après la pause. C'est ça, oui.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de questions, il y a bien des réponses qu'on n'a pas. Mais dans l'ufologie, normalement, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des phénomènes qui arrivent, qu'on essaie d'expliquer, puis on peut vraiment pas expliquer, que ce soit sur le côté d'observation d'OVNI. On peut parler aussi des petits gris qui sont toujours en cause. Si on regarde... on peut parler aussi des reptiliens. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des observations, qui ont eu des enlèvements, puis eux autres, c'est pas des petits gris qu'ils voient, c'est des reptiliens. Est-ce que les reptiliens font affaire avec les petits gris? Est-ce que c'est la même gang qui travaille ensemble? Là? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais d'après moi, j'ai l'impression qu'ils travaillent ensemble, ces deux-là. Mais les reptiliens là, sont pas la même grandeur, là, sont vraiment beaucoup plus grands. Oh, les reptiliens, ça peut aller jusqu'à 7 pieds, là, 6 pieds, 7 pieds, ils sont plus grands, eux autres. Là. Maintenant, nous allons aller à la pause, et après la pause, nous continuons avec le dossier avec José Bouillon de l'affaire Brocéliande. José Bouillon, les coulisses de l'étrange. OK, nous sommes de retour. José, j'aurais une question pour toi, justement, te demander, est-ce que ça serait voulu que les extraterrestres aient jeté le corps sur la route? Alors c'est une très bonne question, Yvon, parce que c'est la première chose que je me suis demandé, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'était voulu intentionnellement pour que Yanis voie la créature et après qu'ils viennent la récupérer, ou est-ce que, entre guillemets, ils auraient fait une boulette? Alors 5 ans plus tard, je vais donner mon hypothèse où j'en suis rendu dans mes travaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis obligé de penser qu'en fait, ce n'était pas intentionnel, vraiment. D'ailleurs, je vais m'expliquer pourquoi. Il faut savoir une chose qui est extrêmement importante sur ce lieu, c'est-à-dire que sur cette petite route de campagne, eh bien, donc ce petit sous-bois en forêt de Brocéliande, juste à gauche, à peu près à 20 mètres, on trouve un petit marécage. Et c'est important ce que je viens de dire, parce que il faut prendre en considération que Yanis a un véhicule, je dirais, ordinaire. Il a une petite voiture sans permis. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est plus furtif qu'une petite voiture sans permis? Et en plus, il a un de ses phares qui est mort, qui ne marche plus. Donc, lui, il arrive au même moment, j'allais dire, sur cet ovni, au même moment où je suis dehors, qu'ils allaient larguer, c'est-à-dire cette créature, dans le petit marais à gauche, finalement. C'est ce que j'ai pensé, je me suis dit. Puisque, par la suite, Yanis le dit très bien lui-même, il y a des souvenirs, des brides, comme quoi que ces fameux deux chiens qui n'étaient pas deux chiens, étaient deux petits gris, s'affairaient autour de la créature, au même moment où la créature, j'allais dire, pose le sol sur la route, au moment où elle tombe. Donc ça laisse sous-entendre que, finalement, ils ont fait une boulette, ils auraient dû la faire tomber, je dirais, dans le petit marais, et elle est tombée dans cette petite route à la hâte, puisque le véhicule, furtif, hein, je viens de le dire, une petite voiture sans permis, eh bien, ils ont été autant surpris que lui, finalement, quelque part. Puisqu'on voit les deux êtres au même moment à côté. Peut-être sûrement pour la récupérer, mais trop tard. Yanis, est le témoin et en face des lieux. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Puisque, en plus, on peut penser que c'est ça, puisque à la deuxième fois, quand il revient avec ses amis, enfin, la troisième fois, pardon, quand il repart, eh bien, la créature n'y est plus. Donc c'est logique quelque part que ils ont fait une boulette pour moi et puis ils sont revenus maquiller le décor, c'est-à-dire ils sont venus récupérer la créature puisque on ne la trouve nulle part. Donc moi j'en suis là. Est-ce que ça serait possible qu'il y ait eu d'autres bêtes qui auraient été jetées dans le marais? Alors ça, on peut pas le savoir malheureusement, mais bon, on peut retrouver quand même des corrélations à travers l'ufologie, à travers le monde, à travers ça, mine de rien. Puisque on peut parler aussi de la créature de Montauk, celle-ci qui a été retrouvée sur la plage, là, par exemple. Vous voyez? Ce que les Américains, ufologues américains, ont noté la chasse aux monstres, d'après ce que je crois savoir. C'est-à-dire que il y aurait une base justement à Montauk où des généticiens apparemment en off travailleraient sur ce genre de créature, donc d'hybridation. Et de temps en temps, on retrouve à travers le monde des créatures qu'on ne connaît pas. Et bien souvent, j'ai noté qu'on les retrouvait tout le temps, d'ailleurs pratiquement tout le temps, dans l'eau ou aux abords de l'eau. Et ça, on peut le constater d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que là où c'est vraiment étonnant, et j'allais dire c'est vraiment un cas à part, cette créature-là, je dirais, n'est pas du tout retrouvée dans l'eau, puisqu'elle est retrouvée sur une route de campagne, j'allais dire. Donc, c'est ça qui est étonnant. Et en même temps... je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des témoins, notamment qui travaillent sur cette base militaire juste à côté. Alors, je le dis pourquoi? Parce que
il est probable, mais ça, j'en suis pas encore certain et peut-être que je le saurai jamais, peut-être qu'il y a une corrélation avec, je dirais, une junte militaire qui travaille là-dessus et peut-être avec une coordination, ben bon, alors attention, j'extrapole, hein, je ne suis pas du tout théoricien dans le complot, mais avec peut-être ces entités pour justement créer ce genre de monstre. Et une fois qu'ils ont récupéré ce qu'ils avaient besoin, parce que le but du jeu, pour moi, il est là. Le but du jeu n'est pas de créer une créature, le but du jeu est de créer une créature pour récupérer ce qu'on a besoin. Pour moi, c'est ça. Puisque par rapport aux mutilations de bétail, si on peut faire la comparaison, c'est la même chose. Toutes les mutilations de bétail retrouvées à travers le monde le sont déjà premièrement, et ça c'est une constatation que j'ai faite, premièrement, vidées de leur sang. C'est plus important qu'on enlève la langue, les mamelles, si c'est une vache. Bien souvent, c'est exclusivement d'ailleurs que des bovins à 80%, mais il y a aussi des chevaux là-dedans. Et là, d'ailleurs, je peux le dire, j'ai fait une constatation étonnante, parce que je me suis dit, alors, ils récupèrent le sang, mais pas n'importe quel sang, puisque le sang des bovins et le sang des chevaux est le sang au plus haut taux de fer dans les animaux, au plus haut taux de fer à travers le monde. Évidemment, ce sont des ruminants, ils mangent de l'herbe. Donc voilà. Alors je me suis dit, c'est quand même intéressant. Pourquoi ils récupèrent que des bovins et pourquoi ils récupèrent que des chevaux? Ben, par rapport au sang. Voilà. Et pourquoi le sang, ça leur servira à quoi, que je me suis dit? Eh bien, en l'étudiant un petit peu en amont tout ça, là, on se rend compte que finalement, le sang au plus haut taux de fer, eh bien, c'est ce qui sert justement à faire de la génétique animale. C'est la chose qui permet, je dirais, de faire du clonage. N'importe quel généticien au monde le sait très bien, ce que je suis en train de dire là. Vous voyez, donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard avec ces gens-là. Ils font toujours quelque chose pour avoir quelque chose. C'est important, hein, ce que je viens de dire là, Yvon. Aux États-Unis, en 2008, en juillet 2008, sur la plage, ils ont trouvé une créature très similaire à la créature qu'on voit sur la vidéo. Alors, elle ressemble beaucoup, oui et non, Yvon, parce que la créature qu'on parle sur la plage, donc celle de Montauk, a plutôt une espèce de bec de perroquet. Hein, on regarde bien. Ils ont tous les deux la même similitude, la même forme, la même grandeur. Exactement. Sauf que la créature de Brocéliande, à la différence de toutes celles qui ont été retrouvées mortes et jamais tombées d'un ovni à l'instant T, hein, trouvées mortes à travers le monde, eh bien, n'ont pas subi de mutilation animale, elles. Vous voyez la différence déjà? Oui, tu as raison, justement, José, parce que la bête sur la plage n'a pas été mutilée. Et non, et c'est ça que c'est étonnant, je l'ai dit tout à l'heure dans les 3 points. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment 3 points qui sont quand même étonnants. Vraiment, alors c'est vrai que de voir ça, donc il faut pas oublier non plus une chose, pardon, mais je vais le répéter. C'est-à-dire que Yanis, quand même, avait observé déjà, avec d'autres personnes apparemment sur une route, une départementale en Bretagne, avait observé déjà des ovnis. Et là, en allant à sa soirée, il revoit un des ovnis, et donc il arque cette créature. Donc il y a vraiment une corrélation. Je veux dire, là, on n'a pas affaire à un hélicoptère de l'armée, on n'a pas affaire à un avion traditionnellement, je dirais, connu. Là, on est vraiment dans quelque chose de non identifié qui largue quelque chose encore plus non identifié, j'allais dire. C'est là où c'est vraiment incroyable comme histoire. Sur la première observation de l'OVNI, il n'y avait pas juste lui comme témoin, il y en avait 4-5, comme qui dit dans la vidéo. Oui, et d'ailleurs, même j'avais retrouvé moi une personne habitant à Vannes, donc Vannes, ça se situe peut-être à 30-40 km en gros de Brocéliande, et donc à Vannes, c'était une dame chauffeuse de taxi qui avait dans son véhicule une caméra embarquée, et bien qui avait filmé une espèce de boule, une espèce de sphère blanche descendre du ciel. Dans la ville de Vannes, on pourrait dire, là je n'ai plus les heures exactes, mais à peu près 1h30 ou 2 heures avant l'observation des témoins et d'Yanis et de la créature. C'est étonnant quand même. Ouais, sur la bande vidéo, on voit très bien qu'un témoin aurait filmé l'OVNI en déplacement. Ben voilà, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on fait des corrélations, hein, on est ufologue et d'ailleurs on est là pour ça, quand on a la chance de pouvoir les faire aussi, parce que c'est pas toujours évident de retrouver les témoins, hein, d'ailleurs c'est vrai, hein, mais ce qu'il y a là où c'est intéressant, si vous voulez, si Yanis me dit voilà, bon ben j'ai vu ça et qu'il n'aura rien filmé, à la limite j'aurais pu le croire, mais comme j'aurais pu pas le croire, mais là ce qui est important c'est qu'il y a quand même beaucoup de témoins qui confirment ce soir-là. Et en plus, il a la vidéo qui est certifiée non truquée quand même, hein, je tiens à le dire. Hein. Donc, il a une vidéo originale plus les témoins. Donc, évidemment que c'était pour moi, je dirais, le début d'une base d'une très bonne enquête ufologique hein, à un moment donné, Yvon. Hein. Une chance que le témoin ait eu l'esprit de filmer l'animal sur le sol, ça nous donne une preuve plus solide encore. Oui, alors c'est vrai que maintenant on peut rentrer aussi dedans, j'allais dire, l'aspect Brocéliande.
que tout le monde connaît, évidemment, par rapport je dirais, aux mythes et contes légendaires, notamment Merlin l'Enchanteur, la quête du Saint Graal, le roi Arthur et compagnie. On est bien d'accord. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Ben, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas important ce que je viens de dire, c'est un mythe, mais par contre, le lieu est important. C'est ce que je veux dire. Parce que à travers les âges, c'est un lieu qui a toujours été, je dirais, hautement ufologique. C'est un des plus grands spots au monde en ufologie, mine de rien, Brocéliande. Ça paraît pas, mais je veux dire, en contrepartie, en dehors de cette enquête, j'ai plus de 140 témoignages, je veux dire, juste dans cette forêt, par rapport à des observations d'entités et par rapport à des observations d'ovnis quand même. Donc, il s'y passe quand même quelque chose d'incroyable, mine de rien. Le témoin Yanis, après son observation de 2016, est-ce qu'il a vu d'autres ovnis? Alors c'est ça. Par la suite, il a vu d'autres ovnis qu'il a filmés d'ailleurs. On voit dans les secondes parties. Et puis là, bon, je veux pas trop spolier, c'est-à-dire toute l'enquête. Là, je parle un peu de ce que j'ai déjà mis en ligne. Hein. Mais par la suite, on va voir. Là, je suis en train de faire des régressions hypnotiques avec un hypnothérapeute pour justement voir un petit peu avec Yanis qu'est-ce qui serait passé encore qu'on n'aurait pas vu, et peut-être que l'hypnose va peut-être nous apporter d'autres éléments, je ne sais pas, mais en tout cas, Yanis, c'est prévu que Yanis doit faire des régressions hypnotiques à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi des éléments à prendre en compte, c'est vrai, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire. Mais dans les autres parties, c'est-à-dire la troisième partie avec l'armée de l'ombre, hein, le titre, donc je pense que tu as vu aussi, donc en allant plus loin là-dedans, oui. À un moment donné, eh bien, j'ai le témoignage d'une personne évidemment qui ne doit pas se faire connaître, et puis j'ai masqué son identité, hein, c'est-à-dire que il a voulu se faire appeler Nedgar. Bon, apparemment Nedgar était si je raconte pas de bêtises, était un dieu mythologique viking apparemment. Et donc ça a peut-être son importance là encore, hein, parce que finalement apparemment c'était un dieu qui était rebelle et qui ne se laissait pas faire. Et c'est vrai que quand on écoute le témoignage de Nedgar, eh bien, il est extrêmement important, là encore aussi, puisque Nedgar, lui, a quand même un degré d'habilitation. Il est, je dirais, allez, je vais dire caporal, hein, je vais dire une bêtise, hein, pour pas trop le citer. Il est caporal, on va dire, d'une section qui, justement, s'occupe de la sécurité externe de cette base. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est attenant à Brocéliande, comme par hasard. Et lui, notamment avec son équipe, eh bien, ont fait plusieurs constatations là encore étonnantes, c'est-à-dire qu'ils ont observé des entités sur des lieux bien précis de la forêt, des entités. Alors, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Personne ne le sait, apparemment, même eux. Et des ovnis ont été aussi encore, comme je viens de le dire, aperçus aussi par les militaires. C'est là où c'est intéressant. Parce que Nedgar nous dit bien à un moment donné que sur cette base militaire donc de Saint-Cyr-Couët-Quidan, eh bien, tous les 6 mois, toute la base, et moi j'y suis allé, hein, sur cette base, j'ai eu la chance de pouvoir y aller, eh bien c'est une ville, hein, on parle de quelque chose de monumental, hein, c'est pas une petite base, hein, de campagne, hein, eh bien c'est une ville, eh bien cette ville, tous les 6 mois, à l'époque, je dirais, on enlevait tout le personnel pour les replacer dans une autre base, désinfectée. Mais tout le personnel, quand je parle de personnel, bon, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est plus de 1400 ou plus de 2000 personnes, donc c'est pas rien, hein, et gradés comme sous-officiers, comme troufions, hein, comme soldats, tout le monde, eh bien, sont délocalisés dans une base le temps d'un week-end. Et qu'est-ce qui se passe dans cette base-là? Personne ne le sait. Tout ce que ces gens-là savent, c'est qu'ils sont gardés par des militaires avec des bérets noirs, étonnant, des treillis noirs. Et comme dit Nedgar, et pourtant il est bien placé pour le savoir, avec son degré d'habilitation, les bérets noirs, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et donc, on les parque un week-end, on les a parqués un week-end. Et au bout de 3 ou 4 fois, je crois que Nedgar avait réussi à récupérer, je crois que c'est un téléphone ou une caméra, parce qu'à chaque fois qu'ils étaient donc parqués un week-end à toute la base, en extérieur de la vraie base, hein, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, je viens de le dire, eh bien on voit des ovnis, accrochez-vous bien, on voit des ovnis descendre dans la base et repartir au bout d'un quart d'heure, une demi-heure. Et ça, Nedgar l'a filmé puisqu'il est venu à mon contact par rapport à ça pour m'expliquer par rapport à la créature de Brocéliande que eux aussi avaient aussi ce genre d'anomalie. C'est quand même incroyable ça, franchement. Près de l'observation, est-ce qu'il y a une base nucléaire? Alors non, il n'y a pas de base nucléaire à Saint-Cyr-Couët-Quidan, mais par contre, c'est vrai, c'est-à-dire que la base de Saint-Cyr-Couët-Quidan fait partie des sous-mariniers nucléaires français. Voilà, donc oui, il y a une corrélation quand même avec le nucléaire, c'est vrai, Yvan.
Lorsqu'ils déplacent les militaires dans un autre bâtiment, est-ce que c'est pour le faire taire, pour pas qu'ils parlent de qu'est-ce qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont vécu? Ah ben non, ça serait justement ça, oui, ça serait tout à fait ça. Je veux dire, on délocalise pas une base le week-end, hein, tous les 6 mois, pour se faire plaisir comme ça, hein, et toute la base, hein. Donc, à la limite, il manque que le général, hein, qui va pas avec eux, mais je veux dire, toute la base est délocalisée à un moment donné, c'est quand même étonnant. Donc, et le plus étonnant, c'est que les gens qui sont sur la base n'ont pas le droit d'avoir de téléphone, n'ont rien à le droit d'avoir, puisque Yanis l'a fait au bout d'un certain temps, parce que justement, ils voient des ovnis descendre et repartir de cette base, de là où ils sont parqués. C'est ça qui est complètement fou, vous voyez. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur cette base-là. Donc je dis bien que moi, par rapport à la créature de Brocéliande, il y a vraiment une corrélation entre le phénomène, ce qu'a vu Yanis et cette créature, cette base militaire quand même, et puis ce qui s'y passe, notamment quand les gens sont parqués. Et en plus, je dirais, Nedgar, donc le militaire, en apporte des preuves, puisqu'il y a aussi les vidéos de ce qu'il a filmé. On le voit aussi, ça, dans le reportage. C'est quand même étonnant, quand même, Yvon, franchement. Si je comprends bien, il y aurait un contact entre les militaires et les extraterrestres. Alors, il y en a toujours eu. Tu connais l'ufologie comme moi, Yvon. C'est-à-dire qu'on sait très bien, d'habitude, on entend parler de ces choses-là, normalement, beaucoup du côté des États-Unis. À la limite, un peu chez vous aussi, sur vos bases militaires, donc au Canada. Mais c'est vrai qu'en France, normalement, on n'en parle pas de ça, normalement. Donc, si tu vas des par là, on est obligé de le penser. Puisqu'on se dit, il y a une créature qui tombe quand même, et puis qu'elle est reprise. Je veux dire, de l'endroit où elle tombe par rapport où la base se situe, à vol d'oiseau, ça doit faire peut-être même pas 15 ou 20 kilomètres. Je veux dire, c'est quand même assez proche. Ce militaire qui vient à mon contact, parce que bon, voilà, ce militaire vient à mon contact et m'explique tout ça en disant, tu vois, José, tu as peut-être mis le doigt sur quelque chose parce que finalement, c'était la pièce que il nous manquait en tant que militaire parce que nous aussi, on se posait des questions. Ces militaires-là, ils ont beau, je dirais, être dans des services de protection extérieurs de la base, mais ils sont pas dans le sein des saints, dans l'intérieur de la base. Donc, ils savent pas ce qui s'y passe. Par contre, ce qu'ils savent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui voient dans le ciel qui sont complètement anormaux. Et donc, oui, on peut dire, on peut le penser, qu'il est probable, et je le dis, bon, j'en ai pas encore la preuve, mais je peux le dire, il y a quand même une relation entre ces entités et peut-être des gens, donc des militaires de cette base-là. Quand même, on peut faire le rapprochement à un moment donné. Il y a trop de pièces qui nous tend vers ça quand même, ils vont à un moment donné. Nous, au Canada, sur le côté militaire, c'est le silence total, ils tiennent ça beaucoup secret. On voit, j'ai vu dans des vidéos en France qu'on voit souvent des ovnis près des bases nucléaires. Est-ce qu'ils se servent de l'énergie nucléaire pour faire fonctionner leur vaisseau? Un peu comme on peut constater aux États-Unis aussi, les bases militaires avec nucléaire, des missiles nucléaires comme à Plattsburgh, ils ont eu des visites d'ovnis. Bien sûr, et ça a toujours été. Mais en même temps, on dit, tu laisses sous-entendre que peut-être qu'ils visiteraient ces centrales, peut-être pour récupérer de l'énergie. Personnellement, je ne le pense pas. Dans mes travaux, il n'y a rien qui me laisse pencher vers là. Pour moi, ça serait faire un raccourci, justement. Il faut prendre quelque chose en considération. Alors, on parle de militaire de nucléaire sur cette base-là, mais les sous-mariniers sont à Lorient. Donc, Lorient-Vannes, c'est pas à côté non plus. Bon, c'est pas loin, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la base. Mais par contre, c'est vrai que ça dépend de la base, des sous-mariniers. Mais les sous-marins ne sont pas là. Donc, il n'y a rien de nucléaire sur cette base-là. Vous voyez? Donc, justement, ça n'a rien à voir. Mais pour répondre à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien qu'à travers le monde, des ovnis ont survolé des bases nucléaires, évidemment. Mais si on regarde de plus près, finalement, toutes les bases qui sont survolées par des ovnis, ce sont des bases, enfin, des sites, nucléaires qui sont, je pourrais dire, défectueux. En général, ce sont toujours des centrales nucléaires en fin de carrière. Par exemple, nous, on a une centrale qui est en fin de carrière, qui aurait dû être arrêtée depuis 20 ou 30 ans. Elle a été d'ailleurs depuis peu, mais elle a été beaucoup visitée. C'est une des centrales qui était la plus visitée par des ovnis en France. C'était la centrale de Fessenheim. Pourquoi? Parce que je viens de le dire, c'était une base qui était déjà défectueuse. Et il y a longtemps qu'on aurait dû arrêter. Alors, est-ce qu'ils viennent pas surveiller justement parce que
justement parce que à un moment donné, peut-être que les réacteurs, on peut avoir un gros pépin avec ça. C'est quand même étonnant parce que toutes les bases sont surveillées par les ovnis, mais je veux dire, il y a quand même des bases qui sont plus surveillées que d'autres à un moment donné. Et comme par hasard, j'en ai fait la constatation, eh ben ces bases-là sont des bases pourrites, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a longtemps qu'on aurait dû les arrêter. C'est étonnant, ça, non? D'après toi, ça serait juste une curiosité qui viendrait voir les centrales nucléaires, ou bien c'est plutôt la crainte d'une catastrophe? Ben, il y a les deux. Alors, il y a les deux cas de figure. Il y a la curiosité, comme ils font habituellement pour toute chose d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que la curiosité, évidemment, d'une centrale nucléaire, ça c'est primordial, hein, pour les raisons qu'on vient de citer. Mais quand elles sont encore plus surveillées qu'une autre, là, on est obligé de se poser la question, à se dire oui, ils surveillent cette base-là parce que justement, elle est défectueuse et peut-être que ça peut créer une fission nucléaire. On peut avoir un nouveau Tchernobyl en France ou ailleurs d'ailleurs. Là, on a le droit de le penser. Donc, j'irais plus à penser que ils viennent surveiller certaines bases par rapport à ça, par rapport dans le contexte-là et par rapport à cette idée-là, que de se dire ils viennent sur une base pour se recharger en nucléaire. Ça n'a ni qu'une ni tête. On ne sait absolument pas de quoi est fait un ovni, on ne sait même pas sa propulsion, on imagine que c'est d'antimatière, d'antigravité, on ne le sait même pas. Personne ne le sait ça, donc on peut pas partir avec des réflexions faciles. Non, la réflexion la plus logique pour moi, alors après chacun en fait ce qu'il en veut, on est en démocratie, hein, la plus logique c'est que pour moi, ce sont des sites nucléaires. Et d'ailleurs, on parle de nucléaire, il n'y a pas que les centrales nucléaires, il y a des silos nucléaires aussi qui sont surveillés. Et souvent, ces silos nucléaires qui ont été surveillés, et je vous invite à constater ce que je dis, la plupart, même aux États-Unis, hein, eh bien, ces silos nucléaires, eh bien souvent, parce qu'avec des têtes nucléaires, les missiles à tête nucléaire, qui ont été d'ailleurs désactivés, hein, tout le monde le sait, à un moment donné, eh bien, ont été délocalisés, ces sites-là. Vous voyez? C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'ils viennent, je veux dire, quand ça va mal, en fait, quelque part. Donc, est-ce que c'est pour nous protéger ou pas? En tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont une méfiance vis-à-vis de ça. Une méfiance comme nous, on pourrait avoir aussi, hein, quelque part. C'est louable. Il serait possible aussi de protéger leur environnement à eux autres mêmes, là. Ben, il y a ça, hein, parce que honnêtement, moi j'en arrive à la constatation. Donc on parle de cette enquête-là. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Bon, j'imagine que ça va pas intéresser les gens, c'est vrai, mais bon, pour rester concis dans celle-ci, c'est-à-dire que là, oui, il y a multiples raisons, mais la première, moi, que j'ai constatée, est évidente. C'est-à-dire que ce sont des créatures, donc des entités, je les nomme des entités exogènes. Donc ces entités ont besoin de nous. Ils ont autant besoin de nous que quand ils vont tuer un bovin ou une vache ou des chevaux pour récupérer le sang et les organes. Eh ben, j'allais dire, ils ont autant besoin de nous qu'un simple animal terrestre, hein, quelque part. Donc le but du jeu n'est pas qu'on s'entretue pour eux, évidemment. C'est comme nous, les humains, on va prendre les animaux pour faire des expériences dessus, pour vérifier des vaccins, puis même nous, les humains, on met des implants aux animaux. C'est ça, c'est tout le temps ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant à dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, et ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est-à-dire que l'ufologie, tout tourne autour de la biologie. Tout tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a de la création, on nous crée, on nous recrée, tout tourne autour de ça. C'est marrant, hein. C'est vrai que, pour prendre le simple fait d'une abduction, par exemple. Une abduction, on sait très bien, maintenant on le sait par rapport aux témoins multiples à travers le monde, qu'une abduction c'est quoi? Eh ben, on se fait embarquer dans un ovni et puis on est sur une table d'opération et on se fait charcuter. D'ailleurs, tout le temps déjà, contre notre gré. Il n'y a aucun humain qui a dit oui, emmenez-moi, faites-moi du mal ou ceci, cela. Jamais. C'est toujours contre notre gré. Ils ne nous demandent pas, hein, pas du tout de consentement mutuel à un moment donné. Hein, puisqu'on parle quand même aussi là en abduction, il y a des viols aussi. Il y a des femmes qui se font violer à un moment donné, qui se font violer dans leur chambre, qui se font violer par exemple dans un ovni, hein, entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai noté la dark ufologie. Parce que si on met tout bout à bout finalement, quelque part, l'ufologie mondiale. Et on se dit, tiens, bon, il y a des abductés, il y a des contactés, il y a des gens qui vivent ça, il y a des implantés, il y a des créatures qu'on ne connaît pas, il y a plein de choses. Bon, si on met bout à bout, ben, on se rend compte qu'au final, il n'y a pas grand-chose de positif dans l'histoire, hein, puisque d'abord, il n'y a rien de positif. Merci José pour cet entretien. Ce fut grandement apprécié et faire connaître une nouvelle ufologie au Québec. Oui, effectivement. Merci José pour ton entrevue. Yvon, nous allons écouter la bande sonore originale du Témoin, juste une partie, qui nous explique justement sa rencontre sur la route.
Donc, toujours en regardant cette masse au-dessus de la cime des arbres, j'en ai aperçu, on va dire, comme un rayon, jaune pâle, et de là, une masse en est tombée, et me laissant sans voix, parce que auparavant, d'avoir vu cette sphère déjà, c'est pas anodin. Donc en plus, voir tomber quelque chose de cette sphère à une dizaine de mètres de mon véhicule sur la route, c'est jamais vu. Donc une fois cette fameuse masse tombée, tout a disparu. Donc après quelques minutes, 3 à 5 minutes, le temps de reprendre mes esprits, j'ai décidé de reprendre la route, et à une dizaine de mètres de là, je vois une masse sur cette fameuse route, pensant que c'était un sanglier, un chevreuil ou un animal quelconque qui avait été écrasé par une voiture auparavant. Elle me bloquait le passage, donc j'ai décidé de m'arrêter et descendre voir ce qu'il y avait. Et là, j'ai été choqué, stupéfait, je sais pas comment vous le dire, et rien que d'en parler, j'en ai encore les poils qui s'hérissent. Et là, j'ai vu quelque chose que je pourrais pas décrire. C'est d'inconnu, quoi. D'ailleurs, dans la prochaine émission, on va avoir encore la chance de parler avec José. Il nous parlera de l'enquête qu'il a menée, Une famille sous contrôle, un autre dossier dans le dark ufologie.